Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres au sommaire ce soir. Voici 4 ans que dure le dialogue politique, cette plateforme d'échange entre le gouvernement et l'opposition dans l'intérêt de la nation initiée en 2016. Les temps forts de cette table de négociation sont présentés dans le dossier politique du jour. Et la campagne présidentielle, période de traite pour certains secteurs d'activité qui profitent des moyens misés par les acteurs politiques pour conquérir les potentiels électeurs. Nous découvrirons cette autre facette de la campagne électorale dans ce journal. Et actualité en Guinée, la tension ne retombe pas alors que les résultats provisoires au niveau national ne sont pas encore connus. Les populations restent chez elles, les commerces fermés, les forces de l'ordre restent déployées, un climat tendu dans le pays. Bienvenue dans ce 23h. Il ne reste plus que 9 jours avant la date prévue pour le scrutin présidentiel. La campagne, elle, s'achèvera dans 7 jours. Alors, sur le terrain, les candidats poursuivent leur opération de séduction des électeurs. Kwadio Konomberta et Alassane Ouattara, parcourant les régions, invitent les populations à faire le bon choix pour la Côte d'Ivoire. Les acteurs politiques ivoiriens participaient à une séance sur le dialogue politique. La table de négociation a enregistré l'absence hier de principaux partis politiques de l'opposition. Après les conclusions de cette séance, le gouvernement réitère sa volonté de réussir ce dialogue avec l'opposition. La démarche semble être la même depuis 2016, l'année où tout a débuté, le dialogue politique de la genèse à aujourd'hui. C'est le dossier politique réalisé par Alexis Ouedraogo. Ce 21 octobre, à la primature, à la demande de l'opposition, le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO assiste au dialogue politique. Face à lui pourtant, les chaises des principaux partis de l'opposition restent vides. Nous avons entendu des propos assez forts, des propos conciliateurs qui demandent que les parties prenantes de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour de la table de discussion. Un cadre de discussion que le gouvernement affirme avoir toujours été disponible. 21 janvier 2019, sur instruction du chef de l'État, le dialogue avec les partis politiques sur la réforme de la commission électorale indépendante est rouvert à Abidjan après des échanges suspendus fin 2016. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invités d'avoir ouvert les débats. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Des échanges conduits par l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, impliquant aussi les acteurs de la société civile. Tout comme les partis politiques, ils disposaient de 2 semaines pour élaborer leurs contributions et les mettre à disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. 11 mars 2019, c'est au tour des partis politiques de l'opposition réunis au sein de la plateforme impulsée par le PDCI de rendre publiques leurs propositions pour la nouvelle commission. Les partis politiques d'opposition disent qu'un représentant d'un parti politique ne doit plus diriger la CEI. On n'a qu'à donner ça à la société civile. 1er avril 2019, à l'ouverture solennelle de la session 2019 de l'Assemblée nationale, le chef de l'État dit sa ferme volonté de voir émerger des discussions en cours, une commission électorale qui gagnerait la confiance des populations. Je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. Les semaines se succèdent, avec au compteur plusieurs rencontres, une dizaine au total. Mais à l'heure de la synthèse des travaux, difficile de se retrouver autour de la table de dialogue. Un certain nombre d'entités politiques, notamment PDS, l'URD et le CDRP, nous ont donc saisis par courrier. Ils souhaitaient que la rencontre de signature puisse être reportée pour leur permettre de
s'entendre sur, n'est-ce pas, la signature de ce document, d'abord le parcourir avant de procéder à la signature. Une situation vite dénoncée par les partis prenants. Ça, c'est un manque de sérieux de la part de nos frères des autres partis politiques. Mais, puisque nous devons aller à la paix, nous allons attendre. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment. Vous savez que les élections sont pour bientôt en octobre. Il faut penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les situations, au nom de la Côte d'Ivoire, on peut faire des concessions. Et je dis, dites au Premier ministre que moi je salue sa grandeur. Mais le temps court et les élections approchent. Le gouvernement presse les pas en invitant au dialogue. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin donc 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position donc, de l'opposition en ce qui concerne donc, la CEI. Donc des discussions ont eu lieu au niveau de ceux qui étaient présents. Or, donc, PDC et EDS qui sont absents pour des raisons donc, qui leur sont personnelles, mais leurs positions ont été exprimées donc, dans la salle. Et donc, les positions étant exprimées dans la salle, elles ont été donc débattues avec l'ensemble, je dirais, donc, des acteurs. Donc, à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Le nouveau code électoral, prenant en compte les points d'accord communs, sera finalement établi. Avec le démarrage du processus électoral, l'opposition relance le débat sur la commission électorale. Elle lance le boycott du scrutin et demande aussi la réouverture du dialogue politique. Le gouvernement y donne droit et appelle le 14, puis le 15 et enfin le 17 octobre l'opposition à la table des échanges, mais les chaises restent vides. J'ai bien entendu, lors de leur conférence de presse, nous désobéissons, nous agissons pour obliger le gouvernement à venir discuter avec nous. Mais nous sommes déjà là pour discuter. Et nous sommes prêts à discuter. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Le 21 octobre, en présence des observateurs de la CEDEAO, le gouvernement au terme des échanges annonce de nouvelles prédispositions. Et l'État entend maintenir sa main tendue à l'opposition pour un scrutin apaisé. Voilà, c'était les temps forts du dialogue politique, cette plateforme de négociation entre le pouvoir et l'opposition ivoirienne ouverte en 2016. Le dialogue, les femmes leaders politiques ivoiriennes l'ont bien intégré. Elles ont échangé ce jeudi sur la vie de la nation au cours d'un déjeuner, une rencontre initiée par ONU Femmes à quelques jours d'un scrutin présidentiel d'une importance capitale. Les acteurs politiques ivoiriens participaient hier à une séance de travail sur le dialogue politique, une session qui a enregistré l'absence des principaux partis politiques de l'opposition. Après les conclusions de cette séance, le gouvernement, qui réitère sa volonté de réussir ce dialogue avec l'opposition, le PDCI, RDA et le FPI, se sont prononcés ce jour relativement à leur participation aux travaux de la CEI. Les deux candidats disent n'avoir jamais formulé au cours de la rencontre avec la délégation ministérielle de la CEDEAO comme demande la restructuration de la CEI avec un poste supplémentaire pour l'opposition et un poste de vice-président pour le PDCI. L'opposition demande à la CEDEAO de continuer à jouer son rôle de facilitateur et de médiateur. À la primature, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est entretenu par visioconférence avec la directrice générale du FMI. L'échange entre les deux personnalités était centré sur la santé économique de la Côte d'Ivoire. Les progrès économiques enregistrés par notre pays malgré la crise sanitaire ont été soulignés par la directrice générale du FMI. Le chef du gouvernement n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à la directrice générale du FMI pour l'appui dans la gestion de cette crise sanitaire. Et Ahmed Bakayoko a aussi réitéré l'engagement du gouvernement ivoirien et du chef de l'État à maintenir un cadre macroéconomique propice. Nous sommes en pleine période électorale et l'information reste par ces temps une donnée intrinsèque du processus pour garantir la transparence et la crédibilité. La CEI a pour gérer cet aspect ouvert un centre de médias et d'information. Il est dédié à tous, parties prenantes de l'élection
présidentielle, journalistes, blogueurs et toute personne intéressée par la question électorale. Nous voyons cela avec Sidonie Davila. Centre des médias et de l'information, la CEI met les bouchées doubles. Situé dans la commune de Cocody, il se veut un cadre de recherche de l'information électorale. Le Centre des médias et de l'information électorale est né d'un partenariat avec le PNUD, le bureau de l'UNESCO ainsi qu'ONU Femmes et la CEI. Il avait comme but initial de mettre à la disposition des journalistes, des partis politiques, des organisations de la société civile, toutes les informations relatives justement aux élections. Donc ce centre est un lieu justement d'information, mais aussi de formation, de sensibilisation. Le centre propose une gamme d'activités, dont une liée à la promotion du genre. À l'une de ses rencontres régulières, dénommée Meet Up, les femmes apprennent davantage sur le rôle des femmes de médias en période électorale avec Agnès Crédit, journaliste. Des documents et supports vidéo sont disponibles dans cet établissement pour tout visiteur. Indira Domingo, la première responsable, entend promouvoir davantage ce centre ouvert à tous, spécialement aux journalistes. Pour eux, seront installés dans quelques jours une salle de montage et bien d'autres conforts. Ce lieu leur permet justement de pouvoir approfondir justement leurs recherches, comprendre, s'imprégner de la question électorale pour mieux la relayer justement dans leurs articles et surtout informer la population. Par la suite, il est important de les sensibiliser sur leurs responsabilités en tant que journalistes en période électorale. Le Centre des médias et de l'information est un important outil de communication pour la CEI. Son président, Ibrahim Koulibaly-Kubière, indiquait en août dernier que la transparence de l'élection réside dans la bonne information qu'on donne à nos citoyens. Et en cette période de campagne électorale, les candidats ne lésinent pas sur les moyens pour séduire de potentiels électeurs. L'effervescence de la période crée un véritable boom au niveau de certains business, tels que les transports, la location de véhicules, l'hôtellerie, les imprimeries, les professionnels du son ou de l'événementiel, suivant cette enquête de Jean-Luc Bambo. Encore une journée chargée pour Mamadou Touré, dit Touré BTS et ses employés. Ce célèbre disquaire qui s'est reconverti dans la location de matériel, de sonorisation et d'animation est beaucoup sollicité en cette période de campagne électorale. Non, on est en train de charger, on arrive là. On a pris un peu de retard, mais on arrive. Avec ses hommes, il s'apprête aujourd'hui à aller animer dans un QG de campagne à Cocody, Angré. On est beaucoup sollicité et on installe sur plusieurs lieux des petits groupes partout. Et tout le monde veut notre soutien pour les accompagner dans cette histoire d'élection. Sur place, Touré BTS n'hésite pas lui-même à mettre la main à la pâte. La question est basse. Surtout quand vous baissez le son, il faut vraiment être bas. Mais ouais, je passe le matin pour voir toutes les installations et puis je leur donne des consignes. Le rapport de voisinage et tout ça. Et surtout que la campagne, dans cette période électorale, il faut être équilibré. Je leur dis, il ne faut pas que les gens soient agressifs. Des installations comme celle-là, Touré BTS en a une vingtaine, la plupart à Abidjan. S'il rechigne à communiquer sur ses gains du moment, l'homme d'affaires reconnaît réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel lors des 15 jours que dure la campagne électorale. Schéma identique chez SFM Bach. Niché au cœur du quartier de la Riviera Abata, c'est de cet entrepôt que partent la plupart des tentes, chapiteaux et podiums pour la campagne. Est-ce que tu es sûr qu'on pourra commencer le montage aujourd'hui? Oui, il y a déjà un premier camion qui est déjà parti. D'accord. Voilà. Là, il y a le podium. Ici, maintenant, c'est le garden. On va mettre les bâches ordinaires. D'accord. Après ça, on mettra les VIP. Fanta Sidibé est la responsable commerciale de cette entreprise fondée par son père il y a un peu plus de 30 ans. C'est elle qui coordonne les nombreuses commandes de clients. Cette année, c'était assez particulier à cause de la crise sanitaire, donc les affaires étaient au ralenti. Mais vu que c'est une année aussi où on a la période électorale, dès que la campagne a été lancée, dès que la campagne a commencé à approcher, les affaires se sont relancées rapidement. Franchement, le rythme a augmenté.
Par contre, c'est vrai que comparé aux autres années, aux autres périodes électorales, les années précédentes, le rythme est moins effréné parce que justement Covid et aussi parce qu'il y a quelques turbulences. La période électorale est en effet l'une des plus importantes chez SFM-Bash. De façon générale, qu'on peut remarquer qu'il y a environ plus de 60% d'augmentation au niveau des commandes. Parce que vraiment la période électorale qui aussi coïncide généralement avec la période des fêtes de fin d'année. Donc vous imaginez, période électorale plus fin d'année, c'est énormément de commandes. Donc voilà, environ 60% de plus que la moyenne. L'effectif des contractuels de cette entreprise peut augmenter de 20% environ en période de campagne électorale. Plusieurs autres secteurs d'activité réalisent le meilleur de leurs recettes au cours de cette période. Ce sont notamment les imprimeurs avec la conception et la réalisation d'affiches et les impressions sur t-shirts et autres gadgets, mais également les loueurs de voitures. Et pour l'ensemble de ces opérateurs économiques, le maître mot reste la neutralité vis-à-vis de ses clients des circonstances, histoire de maintenir l'intégrité de leur business. Et pendant ce temps-là, les élèves partent en congé. De nouvelles dates pour les congés de Toussaint, prévus se tenir du 30 octobre au 8 novembre prochain. Les congés de la Toussaint ont été réaménagés suite à une décision du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans un communiqué édité ce jour, il est dit que les congés de la Toussaint sont avancés d'une semaine. Les congés sont désormais fixés au vendredi 23 octobre après les cours du soir, au dimanche 8 novembre inclus. Nous parlons à présent de cohésion sociale. Dans la région du Guémont, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la jeunesse de Duékoué s'engage pour des élections apaisées. C'est au cours de la caravane du Super Eboli, Serge Koléa, pour des élections apaisées. On voit cela avec Jean-Marc Djadji. Duékoué a décidé de tourner le dos à la violence, à l'image du quartier Duékoué-Carrefour, qui a subi de plein fouet les conséquences dramatiques des crises successives en Côte d'Ivoire, notamment en 2011. La ville entend désormais relayer les messages de paix et d'unité. Cette vision nouvelle, les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels l'ont réaffirmé à la faveur de la caravane du Super Eboni pour des élections apaisées. S'il s'agit de paix, s'il s'agit de cohésion, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, nous sommes toujours prêts pour vous accompagner. Que plus jamais Carrefour soit le champ de violence encore. Nous, en tant que leaders, nous faisons notre devoir pour qu'il y ait la paix. Oui, il y a la paix, mais il faut que la jeunesse soit autonome. Duékoué est en phase avec les objectifs de cette caravane à la grande satisfaction du Super Eboni. Serge Koléa a exhorté la jeunesse communale à se faire porteur de son message dans la région. Nous sommes en campagne pour la Côte d'Ivoire, pas pour un candidat. Nous venons dire à nos parents que nous devons résolument nous engager dans la paix. Il n'y a pas meilleure façon de rendre service à ce pays que de parler de paix. Quand 2 personnes parlent de manifestations violentes, il faut que 10 personnes parlent de paix. Pour le médiateur délégué du Guémont, Blanchard Do, Duékoué a dit non aux manifestations violentes depuis longtemps. Chers enfants, nous voici à nouveau à la veille des élections. Le monde nous regarde. Plus que jamais, disons non à l'intoxication des réseaux sociaux, non à la manipulation et la violence, car sans la paix, c'est votre avenir qui en dépendrait. Duékoué vit au rythme de la paix. Les populations s'inscrivent dans une dynamique de développement. Les jeunes, eux, veulent surtout bénéficier des programmes de création d'emplois. Et tout comme à Duékoué, la cohésion sociale est prêchée dans les localités de la région de la Mai. La population a été invitée à adopter les valeurs de paix et de cohésion. Mamadou Kouassi. La finale de ce tournoi de football inter-village a été l'occasion pour le ministre Joseph Seka Seka de revenir sur les actes de violence qui ont émaillé la région de la Mai ces dernières semaines. Il a également parlé de paix et de cohésion aux jeunes du département de Yakasato. Cette compétition a réuni une centaine de jeunes de plusieurs villages et les initiateurs veulent s'appuyer sur le sport, surtout le football, pour prôner la paix, le pardon et le vivre ensemble.
pour la finale tenue dans le village d'Adjamé, dans la sous-préfecture d'Abongwa. C'est un message de cohésion que le parrain de la cérémonie a passé aux jeunes. Le professeur Joseph Seka a invité les jeunes à se détourner des actes de défiance de l'autorité et surtout de violences enregistrées dans la région de Lamé. Je voudrais donc vous inviter à être des enfants, des jeunes modèles, des jeunes respectueux du bien commun, des jeunes respectueux de leurs années, des jeunes qui ont conscience de leur avenir et qui doivent s'inscrire dans la dynamique de développement impulsée par le gouvernement ivoirien. Bientôt, des gens viendront pour vous demander de vous jeter dans la rue pour casser, pour brûler. N'entrez pas dans ces combines, parce que ça ne vous arrange pas. Ceux qui le disent ont leurs enfants en Europe, en train de fréquenter. Après les jeunes, ce sont les chefs traditionnels qui échangent avec le ministre Joseph Seka, par ailleurs vice-président du conseil régional de Lamé. Ici, il s'agit d'inviter les chefs à jouer leur rôle de promoteurs des valeurs de paix, du vivre ensemble, pour éviter à leur département des crises sociales. Un message bien apprécié par les chefs qui se sont engagés à soutenir les initiatives de paix et de cohésion pour le développement de leur terroir. Cette étape de la sous-préfecture d'Abongwa marque le début d'une tournée régionale que le ministre Joseph Seka compte mener pour encourager la population et surtout les jeunes à promouvoir le dialogue en toutes circonstances. Voilà la culture de la paix pour réduire les violences et atténuer les tensions. C'est une solution aussi pour la coalition républicaine pour la défense de la paix. Une campagne de sensibilisation partira d'ailleurs à la rencontre des Ivoiriens pour enseigner cette valeur. Issa Chonayeo. Les jeunes du PDCI, du FPI, du RHCP et d'autres partis réunis au sein de la coalition républicaine pour la défense de la paix veulent une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Une tournée de paix est initiée pour aller sensibiliser la population sur la nécessité du vivre ensemble. Chaque moment, chaque jour, chaque instant, il nous faudrait nous investir pour parler de paix, afin de faire comprendre aux Ivoiriens que c'est par la paix que nous pouvons arriver au développement. C'est par la paix que nous pouvons nous réaliser. Et donc, il n'y a pas de tournée de trop. Je voudrais dire simplement que ce n'est pas parce que je suis PDCI-RDA ou bien je suis FPI que mon ami en face, avec qui j'ai grandi, on va se battre, on va s'en découper, on va se tuer. Non, la politique est faite pour pouvoir apporter le développement aux Ivoiriens et non la mort. C'est ce que nous allons expliquer aux gens. Allez-y voter. Si tu ne veux pas voter, tu restes chez toi à la maison. Si tu veux aller voter, tu votes. Mais va voter, donne ta voix que plutôt de donner ta vie. Bonnois, Tabou, Pongwanou, Mbayako, Diokwe et Bangolo sont les villes qui seront visitées par la caravane de la paix de la CRDP. Une caravane qui démarre ce vendredi à Bonnois. Et toujours sur la cohésion sociale, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a entamé une caravane de paix et de cohésion dans les villes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La première étape de cette caravane s'est déroulée ce samedi dans la commune d'Anyama. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes à adopter des comportements citoyens au cours des élections qui s'annoncent. Nous parlons d'entrepreneuriat. À présent, les jeunes Ivoiriens de la diaspora en France ont la possibilité de voir leurs projets être financés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous en parlons avec Cheikh Koné. Ils sont jeunes et porteurs de projets. Ces jeunes Ivoiriens de la diaspora touchés par la Covid-19 bénéficient désormais d'appuis financiers pour la réalisation de leurs projets. Ils ont reçu des mails de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, des chèques. Ce fonds d'un montant d'1 million d'euros, soit 650 millions de francs CFA, va servir à la création d'entreprises. On a mis une importance particulière à la formation, d'autant plus que ces jeunes ont besoin d'un accompagnement et d'un suivi, mais aussi d'une évaluation en temps réel à partir de la recevabilité de leur projet, ensuite du plan d'affaires à proposer, ensuite de la transaction financière qui va être faite. Sont concernés par ce fonds les jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans, désirant investir en Côte d'Ivoire pour créer des emplois, avec pour objectif de soutenir et encourager les initiatives de la diaspora en Côte d'Ivoire. Ce programme est un volet de la promotion de l'insertion des jeunes à l'auto-emploi initié par le gouvernement. Le gouvernement a estimé qu'il fallait créer une antenne expérimentale de
du programme Emploi Jeune en France et la réussite de ce test allait être étendue à tous les Ivoiriens, partout où ils se trouvent dans le monde, afin qu'ils puissent retourner chez eux avec des projets qu'ils pourront mettre en place à travers ces appuis. Ce sont des prêts. Il ne s'agit pas de faire des subventions ou de donner de l'argent de façon gratuite. Il faut que nos jeunes et nos concitoyens prennent des risques. Cette première phase de financement va concerner 100 projets portés par des jeunes vivant en France. Occasion pour l'ambassadeur de présenter les conditions pour bénéficier des programmes d'appui économiques, sociaux et culturels. Il a ainsi exhorté les uns et les autres à saisir cette opportunité pour la diaspora ivoirienne dans les autres pays. La diaspora ivoirienne touchée par cette pandémie de Covid-19. Voyons le point de la situation sanitaire ce jour. Ce jeudi 22 octobre 2020, 27 nouveaux cas de Covid-19 sur 1665 échantillons prélevés ont été enregistrés, ce qui représente 1,6% de cas positifs. 18 nouvelles guérisons sont également annoncées à cette date. La Côte d'Ivoire compte 20 390 cas confirmés, parmi lesquels 20 088 personnes ont été guéries, 121 sont décédées et 181 cas restent encore actifs. Dans cette crise sanitaire, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est largement montré solidaire des Ivoiriens et même après sa disparition, cette valeur est perpétuée par les siens. Pour appuyer les efforts du gouvernement, la famille Gon Coulibaly a offert 1 million de cache-nez à Stoutoré. Dramane Gon Coulibaly remet des masques à la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ce geste pour honorer une promesse faite par feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, décédé le 8 juillet dernier. Il avait, à titre personnel, initié une opération de commande de masques pour aider les populations ivoiriennes à pouvoir se protéger contre cette épidémie. La famille nous a demandé de venir très respectueusement offrir à travers vous, membres du gouvernement, ministre en charge de la solidarité, 1 million de masques. Pour Mariatou Koné, c'est un don hautement symbolique. En recevant ce don ce matin, c'est une pensée pieuse et affectueuse que j'ai en tant que ministre en charge de la solidarité pour celui qui a tout donné à son pays par sa compétence et par son abnégation au travail. Oui, nous avons perdu un grand homme. La Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Même après la mort, ce grand homme continue d'être au service de ses compatriotes. Tout en saluant la mémoire de l'illustre disparu, Mariatou Koné rappelle tout l'intérêt de ce don. Je voudrais dire un grand merci à la famille Gon Coulibaly pour cette contribution importante à la lutte contre un mal pernicieux qui ne fait pas de distinction entre individus, qui ne fait pas de distinction entre classes sociales, qui ne fait pas de distinction entre nations, encore moins entre continents. Ce don s'opère dans la stratégie nationale de riposte que notre regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait initié lui-même avant de nous quitter. Face à une maladie qui pour le moment n'a pas de remède, les mesures barrières dont le port de masque demeurent les réponses les plus appropriées. Rappelons que la confection de ces masques réutilisables a été confiée à des prestataires nationaux par feu Amadou Gon Coulibaly pour redynamiser ce secteur fortement impacté par la Covid-19. Dans le département de Bouaflé, dans le village de Garango, un centre de santé urbain, encore appelé centre de santé intégré, a été inauguré. C'est un don de la LONASI dont nous parle Léon Bro. Garango, route de Daloa, commune de Bouaflé. Heureuse la population et notamment la génitrice de ce nourrisson. Elle a accouché sur place dans ce centre avec l'aide de professionnels de santé, donc sans vivre les difficultés de sa première maternité dues au long et périlleux voyage pour trouver une structure sanitaire. Les autres
grossesse là, j'ai accouché, j'ai venu à l'hôpital. Ici est bon. Ce centre de santé ne bénéficiera pas qu'aux seuls habitants de Garango. Il y a beaucoup de villages satellites et hameaux qui vont bénéficier des prestations de ce centre-là. C'est pourquoi nous disons que sa mise à notre disposition est vraiment un véritable ouf de soulagement. Possible donc de se soigner désormais à Garango dans cet établissement de premier contact, un centre de santé urbain intégrant dispensaire et maternité, placé sous la responsabilité de médecin-chef. Coût de l'infrastructure, 150 millions de francs CFA, y compris les équipements et ses 2 logements pour personnel soignant. C'est un don de la LONASI, financé avec l'aide des loteries sœurs des pays membres du Conseil de l'Entente. L'outil qui a permis à ces 5 sociétés nationales d'œuvrer ensemble à la réalisation de cette infrastructure est la tranche commune entente appelée communément TCE. Il s'agit d'une loterie annuelle créée en 1970 par les États membres du Conseil de l'Entente et dont les gros lots sont tirés chaque année dans l'un des 5 pays, les pays membres du Conseil de l'Entente. Les bénéfices de cette loterie sont utilisés pour améliorer les conditions de vie des populations, pays qui accueillent le tirage. Objectif, amélioration des conditions de vie des populations. Ici, plusieurs actions à l'actif de la LONASI à travers sa fondation dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, de la culture, de la santé. Actualité hors de nos frontières, le climat reste tendu en Guinée. Hier soir, de nouveaux résultats partiels de la présidentielle ont été annoncés par la commission électorale. Les chiffres de 20 circonscriptions sur 38 au total. Les résultats provisoires au niveau national ne sont pas encore connus. Et à Conakry, un important dispositif de la gendarmerie a été déployé dans certains quartiers. De nombreux habitants affirment être bloqués chez eux et plusieurs zones seraient inaccessibles. La plupart des commerces restent fermés. Actualité au Liban, les consultations parlementaires contraignantes menées par le chef de l'État Michel Aoun ont abouti. Saad Hariri est de nouveau désigné Premier ministre du Liban, 1 an après sa démission et 2 mois après la démission de son prédécesseur. Il devra s'accorder avec les forces politiques pour former un nouveau gouvernement. Saad Hariri, avant sa désignation, promettait une équipe d'experts qui ne serait pas issue de partis politiques pour mener des réformes économiques, financières et administratives pour espérer sortir son pays de la crise financière. Nous terminons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.